Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je suis très heureuse de t'accueillir en direct depuis Bali où j'enregistre à nouveau cet épisode. Alors tu le sais, ça va présenter deux petits inconvénients. Le premier, c'est que j'ai pas mon matériel de son habituel, donc le son sera peut-être pas au niveau de qualité des épisodes précédents. Et puis, il se peut que tu entendes quelques bruits impromptus de la faune environnante. Je vois ça comme des petites fantaisies agréables. Ça peut te déranger, j'en suis désolée si c'est le cas. En tout cas, il y a un énorme avantage à ce que je sois à Bali. C'est que je ressens une énergie de folie et mon intention est bien de te la transmettre dans cet épisode. D'autant plus que j'ai choisi d'aborder un thème qui m'est très cher. Qui m'est très cher parce que c'est le thème qui m'habite, que je me porte au quotidien. Je veux te parler de ce que c'est qu'être une entrepreneure neurodivergente. Depuis que j'ai fait mon coming out, quand j'entends coming out, je vais préciser, peut-être que c'est le tout premier épisode que tu écoutes, peut-être que tu ne me connais pas encore. J'ai découvert il y a un petit peu moins d'un an que je porte un atypisme, qu'on appelle même une double exceptionnalité, dans le sens où j'ai deux traits atypiques, que j'ai découvert très tardivement, qui ont été plus ou moins camouflés tout au long de ma vie, et que depuis plusieurs mois maintenant, je m'approprie avec de plus en plus de conscience, de perception de la chance incroyable que c'est. Ce double atypisme, c'est à la fois un très haut potentiel intellectuel et un trouble du spectre autistique. J'ai commencé à en parler au mois de septembre 2023. Depuis lors, on me questionne assez régulièrement et il y a deux questions qui reviennent souvent. La première, c'est qu'est-ce qui m'a amené à entrer dans ce processus d'exploration, de test qui est assez lourd, long, complexe, qui engage beaucoup de choses. Pourquoi tout d'un coup j'ai décidé de le faire et comment ça s'est passé? C'est le premier champ de questions qu'on me pose souvent. Le second champ de questions est autour de qu'est-ce que ça a changé pour moi? En quoi ça impacte ma vie? Qu'est-ce que ça m'apprend? Ces questions me font réaliser à quel point mon parcours, mes prises de conscience, mes apprentissages résonnent avec celui de beaucoup de femmes qui elles aussi se questionnent, qui elles aussi, peut-être comme moi, et quand je dis elles aussi, je parle de toi aussi, peut-être qu'à différents niveaux, dans différents champs de ta vie, tu te sens aussi étrange, bizarre, décalé, pas à ta place. Pour ma part, j'ai été officiellement diagnostiquée par des experts et par moments, même sans diagnostic, on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement dans la norme par rapport à ce qu'on ressent de nous, nos comportements, etc. Dans cet épisode, je vais pas te partager tout mon cheminement jusqu'à la révélation de cette double exceptionnalité. Pourquoi j'ai pris ces décisions, comment ça s'est passé, comment je l'ai appris, comment je me suis sentie. Je pense pas que ça intéresse la majorité de mes auditrices et auditeurs. Néanmoins, si c'était le cas, parce que peut-être que je me trompe, n'hésite pas à me le dire. Je suis toujours ravie d'être en lien avec toi, d'entendre les questions que tu peux te poser, de créer vraiment des épisodes sur mesure. Donc n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Dans cet épisode, je veux te partager surtout ma compréhension de ce que ça implique d'être une entrepreneure neurodivergente. Je pourrais en réalité
t'offrir au moins une trilogie d'épisodes, voire même beaucoup plus, et je pense que j'en ferai d'autres, parce qu'il y a tant à dire. Je pourrais aborder ce thème sous tellement d'angles. Tu me diras si ça te plaît, si tu as envie que je t'en offre d'autres, et ça sera une grande joie pour moi. Pour commencer, je pense que c'est important de définir de quoi on parle quand on parle de neurodivergence. Il y a toute une palette sémantique autour de cette thématique des gens qui ont un ciboulot pas tout à fait normal. Et encore, je dis ciboulot, alias cerveau, ça dépasse amplement le cerveau. Mais je vais pas rentrer dans ces considérations-là dans cet épisode. On peut parler de neurodivergence, de neurodiversité, d'atypisme, il y a plein de mots. J'ai choisi ici neurodivergence intentionnellement. De quoi ça parle? Ça désigne les neurologies, qu'on peut aussi appeler fonctionnement psychocognitif, qui sont antagonistes ou on pourrait dire aussi discordants par rapport à ce qu'est une neurologie ou un fonctionnement psychocognitif entre grands guillemets normal. Qu'est-ce qui sous-tend ça? Un trouble neurodéveloppemental qui fait que le cerveau apprend, fonctionne, traite l'information, la restitue différemment de celui de la majorité des gens. Tu entends bien, j'ai mis le mot trouble. Je vais y revenir. Là, on est dans la définition scientifique. Et on voit que du coup, la neurodivergence est un sujet qui est à la confluence de plusieurs voies, de plusieurs thématiques. Ça peut être un sujet purement médical, on parle de troubles, de handicap même, et c'est aussi pleinement un sujet sociétal. De la neurodivergence est dérivée la neurodiversité. Et là, la neurodiversité, c'est plus un mouvement de prise de position qui affirme que le sujet est sociétal. Un mouvement qui est né autour de l'autisme, qui ensuite a embrassé d'autres formes de troubles, et qui en fait vraiment un sujet de société. Pour aujourd'hui, dans cet épisode, je me donne un double défi. Le premier, c'est que je vais avoir à généraliser. Quand on parle de neurodivergence, on embrasse toute une famille de spécificités. C'est parti du trouble du spectre autistique. Ensuite, ont été ajoutés le TDA, TDAH, les troubles 10, tous les troubles de l'apprentissage et d'autres encore. Évidemment, si je regroupe toutes ces formes de neurodivergence dans un même ensemble, c'est un peu aller à contresens. C'est comme vouloir distinguer des pommes, des fraises, des cerises, des abricots. C'est une famille de fruits. Et tu vas pas parler de la même manière d'une pomme, d'une fraise, d'une cerise ou d'un abricot. C'est du même ordre. Néanmoins, il y a des traits communs. Des traits communs dans le positionnement par rapport à la société et dans l'entrepreneuriat en particulier. Ça donne des défis et des aptitudes dont j'ai envie de tenter de dresser le portrait ici. On peut aussi ajouter ici, même si c'est pas vraiment dans la famille de la neurodivergence, tout ce qui touche au haut potentiel et au très haut potentiel. Comme moi-même, je porte le très haut potentiel intellectuel, qui est mixé avec l'autisme aussi, on voit que on touche à beaucoup de complexité. Ce qui importe ici, c'est que j'ai évidemment mon propre laboratoire d'expérimentation, d'observation quotidien depuis des décennies. Aussi, j'accompagne des femmes neurodivergentes, HPI, THPI, portant plein de spécificités depuis de très nombreuses années. Alors j'ai eu le temps d'observer qu'est-ce qui les distingue et qu'est-ce qui les rassemble. Je vais mettre l'accent dans cet épisode sur les atouts des entrepreneurs neurodivergentes.
en tentant de t'emmener au-delà de tous les vieux poncifs sur elles ont de l'empathie, elles savent prendre de la hauteur, elles savent s'adapter, etc. Ça, tu le vois partout. Ça serait faire injure à ton intelligence. J'ai envie d'aller un pas plus loin. Et tu sais qu'en fait, si tu écoutes depuis un bon moment le podcast, c'est toujours un objectif que j'ai, de t'emmener un pas plus loin par rapport à ce que tu peux entendre ou lire ailleurs. Je vis en ce moment un exemple flagrant de ce que ça implique d'être une entrepreneur neurodivergente ou atypique. Prends les mots qui te conviennent. Je suis à Bali. Évidemment, comme beaucoup de monde, j'aime Bali. Généralement, les personnes qui viennent à Bali adorent. Certaines n'aiment pas, et c'est ok. Je crois qu'il n'y a pas un endroit ou une chose au monde qui fasse l'unanimité. Et pour moi, ça va au-delà de l'attrait touristique. Et au-delà aussi de l'attrait spirituel qu'on trouve ici. Il y a une raison qui dépasse amplement tout ça. C'est que c'est vital pour moi de partir loin et seule. Là, je suis à Bali toute seule pendant plus d'1 mois. Pour autant, je suis mariée. Mon mari est resté à la maison. C'est un style de vie de couple pas tout à fait traditionnel. Ça choque beaucoup de personnes. Et pour autant, ce sont des modalités qu'on a mises en place depuis très très longtemps et qui ont permis que notre relation dure depuis 20 années maintenant, parce que j'ai la chance incroyable d'avoir un mari qui a très vite compris que si certains de mes besoins un peu étranges n'étaient pas comblés, d'une part, notre relation pourrait pas durer, et aussi, moi j'allais littéralement m'étioler, si ce n'est plus encore. C'est vraiment plus qu'essentiel, c'est vraiment de l'ordre de vital. J'ai choisi vraiment cet adjectif intentionnellement. Pour moi, d'avoir des moments seuls et loin. Quand je dis loin, j'aime partir à l'étranger, dans un pays radicalement différent de la France. J'ai un amour fou pour Bali. Ça pourrait être ailleurs, mais pour moi, être dans un endroit où je suis littéralement une étrangère, puisque c'est pas mon pays, ma langue, ma culture, je suis vraiment une étrangère. J'ai moins ce sentiment d'étrangeté que celui qui m'habite quand je suis chez moi, en France, entourée de personnes qui sont mon environnement naturel, ma culture, etc. Là, c'est normal que je sois une étrangère, que je connaisse pas les codes, que je sois hors de la norme. Ça choque personne. Si j'ai des comportements bizarres, c'est juste que je suis une étrangère. Si je sais pas bien parler, c'est juste que je suis une étrangère. Si je sais pas comment dire bonjour, si je suis embarrassée dans une relation, c'est juste que je suis une étrangère. Et c'est tellement soulageant d'expérimenter ça. Et puis ici, je connais personne. La langue est différente, les gens parlent peu anglais. Donc, on me laisse seule et j'ai viscéralement besoin de cette solitude avec très très peu de connexion, très très peu de relations, très très peu d'échanges. C'est ce qui me recharge, me ressource, me renourrit. C'est fondamental. Quand mon fils était petit, évidemment, je partais pas 1 mois. Je partais peut-être 1 semaine, mais je partais. Je le faisais déjà, de partir loin et seul. Instinctivement, je l'ai toujours fait. Au minimum 1 fois par an. Il m'est arrivé de décider de partir 2 ou 3 jours à l'avance. En mode SOS, alerte, je suis en train de craquer. Maintenant, je sais anticiper, planifier, éviter le mode alerte SOS. Tous aux abris, on est en train de couler. Je planifie mes voyages à l'avance. Je pars en général pour 2 longs séjours 2 fois par an. Et puis, il y a aussi des petites bulles éparpillées au fil de l'année. En ce sens, c'est une chance immense d'être entrepreneur. Est-ce que c'est une chance? Est-ce que je l'ai créée? Oui, je l'ai créée, cette chance. Surtout, j'ai développé intentionnellement mon entreprise pour qu'elle me permette ça. Je me suis créé la possibilité de vivre cette soupape de sécurité. Parce que, évidemment, quand tu es salarié, annoncer 3 jours à l'avance, là, j'en peux plus, faut que je parte à l'autre bout du monde, c'est compliqué.
C'est la raison pour laquelle j'ai eu tout un parcours entrepreneurial vraiment intéressant où ma première entreprise était dans un lieu avec une grosse équipe, énormément de contraintes. J'avais tout misé sur le lieu en négligeant complètement le fait que ça serait un énorme fil à la patte et que je pourrais pas partir comme je veux. Et il m'a fallu plusieurs itérations pour en arriver à vraiment avoir cette prise de conscience fulgurante que je veux avoir, comme j'aime dire, une boîte portative. Quand je dis boîte, je parle de mon business, un business nomade, que je peux emporter n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, où je peux quasiment partir du jour au lendemain. Pour moi, c'est ça aussi la liberté, me dire, je peux être où je veux, quand je veux, et j'ai pas besoin de planifier 6 mois à l'avance si j'ai envie de partir. Beaucoup de personnes neurodivergentes, et ça a été mon cas, vont commencer un parcours professionnel qu'on va appeler de classique. On a donc des personnes pas du tout classiques qui s'engouffrent sur une voie classique. Ça va coincer aux entournures. Comme on dit, c'est comme mettre une personne carrée dans un moule rond ou vice versa. Je sais plus dans quel ordre l'image fonctionne. Et il y en a beaucoup qui vont arriver dans l'entrepreneuriat dans un mouvement de fuite. Parce que être dans le jeu classique des grandes entreprises, grandes ou plus petites entreprises, et dans ces systèmes d'organisation, de systèmes, de process, de management, de contraintes, tout ce qui se passe dans les jeux politiques aussi des entreprises, dans les jeux sociaux des entreprises, c'est extrêmement compliqué quand on est atypique. C'est la raison pour laquelle beaucoup vont quitter l'autoroute, bifurquer, prendre le chemin de traverse qu'est l'entrepreneuriat. À l'origine, ça va souvent pas être nécessairement un appel. Je veux absolument être entrepreneur et je veux faire ça, j'ai le sens de ma mission, j'ai une vision. C'est plutôt un échappement. Un échappement suite à un désenchantement. S'il y a bien un appel, oui, c'est souvent celui de la liberté. Je veux être libre. J'en peux plus de ces contraintes. J'en peux plus d'étouffer. J'en peux plus de m'étioler. J'en peux plus de rentrer dans le moule. J'en peux plus de m'adapter. Tout ça, ça a été mon cas. Quand j'ai quitté en 2009 BNP Paribas où je travaillais à l'époque, j'avais un très grand, très vibrant appel de la liberté. Être entrepreneur, franchement, je savais même pas vraiment ce que ça voulait dire. J'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Non seulement ça, mais c'est plutôt une voie qui est pas très bien considérée. On m'a carrément prise pour une folle, encore plus que je n'étais considérée avant, de lâcher ce job mirobolant que j'avais pour partir dans cette aventure. Je savais absolument pas dans quel champ j'allais lancer mon entreprise et je me suis engouffrée là-dedans. C'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs qui s'engagent sur cette voie plus par fuite que par vrai désir rencontrent assez rapidement bien des errements, des atermoiements. Parce qu'elles se trouvent confrontées aux défis normaux de l'entrepreneuriat et qui pour beaucoup vont être amplifiés, démultipliés. Quand on est atypique et qui plus est neurodivergente, on est en proie à plein de choses. Et je vais pas ici te les décrire, mais tu sais, je pourrais te parler du perfectionnisme, de l'idéalisme, de la peur de perdre le contrôle, de la difficulté à créer des relations, des défis pour poser des choix, de l'éparpillement, etc., etc., etc. Tu la connais très bien, ta propre liste. Assez rapidement arrive cette question, mais qu'est-ce que je fous là? Comment je vais m'en sortir? En même temps,
ce sont souvent des femmes qui font tout très bien, qui ont un vrai sens de l'engagement, du dévouement, du travail bien fait. Ça crée immensément de tension. Cette tension entre ce sentiment de faire tout ce qu'il faut, en répondant bien sûr à plein d'injonctions, et en même temps les résultats qui sont pas là. C'est là que beaucoup de rêves entrepreneuriaux s'évanouissent chez ces femmes, ces entrepreneurs neurodivergentes, atypiques. Elles commencent à s'arrêter par leurs propres freins. C'est elles, bien sûr, qui appuient sur la pédale de frein. Elles sont en même temps en train d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et sur la pédale de frein. C'est une phase que j'observe quasi systématiquement chez ces entrepreneurs. Je pense qu'elle est nécessaire avant de pouvoir vraiment accéder à la puissance qu'il y a à vivre cette différence. Je pourrais te citer Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk. On est d'accord, après on va pas juger leurs comportements moraux, etc. Ce sont des formes de génie. Quel est leur point commun? Ils sont tous atypiques, neurodivergents. Certains ont été officiellement reconnus comme autistes ou ont d'autres traits. En tout cas, ils ont refusé de se conformer. Ils ont décidé de sortir du troupeau. Ils ont bousculé les normes et les codes en place, chacun. Ils ont révolutionné le monde. On peut juger si c'est bien ou pas bien, c'est pas ça le sujet. Ce sont des personnes qui, par essence, sont inadaptées. Et cette inadaptation est devenue le terreau de fertilisation d'idées innovantes. Ils ont décidé d'entreprendre dans le sens de prendre entre leurs mains cette puissance qui se niche dans leur différence. La neurodivergence, on la voit naturellement comme un écart, et quand je dis écart, c'est un écart négatif par rapport à la norme. Cette perception, évidemment, qu'est-ce qu'elle est stigmatisante pour les personnes concernées. Je le sais parce que je le vis. Quand on est stigmatisé, qu'est-ce qui se passe? On a deux options. La première option, c'est de prendre ce qu'on nous dit, de l'intégrer, de le croire, et donc de se replier, se cacher, se contracter, se diminuer, se minimiser. La seconde option, c'est de rejeter la stigmatisation, se rebeller, pour aller justement réveiller, révéler, être dans cette expansion, la libération de cette puissance. C'est dans ce mouvement de rébellion que ces atouts peuvent commencer vraiment à apparaître. Et créer l'impact qu'ils sont appelés à créer. C'est là que des forces inégalables se forgent, qui sont celles des entrepreneurs hors des normes, comme j'aime nous appeler. Je veux te parler de 3 forces en particulier. Une fois encore, c'est important que je dise, je généralise, on parle de divergences diverses. Au sein de chaque famille, il y a tout un spectre. Si on parle de l'autisme en particulier, c'est un très très grand spectre avec de très grandes variétés, de très grandes spécificités. Donc je généralise en tentant au mieux de rassembler 3 forces que j'observe et que je vis moi-même chez les entrepreneurs neurodivergentes. La première, et c'est une chance immense, c'est une moindre aversion au risque. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes nés, nous sommes en risque identitaire permanent. Nous avons une
perception aiguë, un ressenti intense, une expérience continue d'être en risque. Quand tu ne te sens pas adapté, tu as ce sentiment de marcher sur des œufs, d'être comme sur un fil de funambule, d'être en déséquilibre permanent, d'être en permanence en vigilance. Tu connais pas les codes, tu maîtrises pas, tu sais pas. Tout semble risqué, tout semble hostile. Tu appartiens quelque part à deux mondes. Il y a ton monde par nature, qui est le monde de la divergence, et le monde normal, dans lequel tu es appelé à vivre par nécessité. Tu es de ces deux mondes. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ton système, que je vais appeler neuro-émotionnel, s'habitue quelque part à vivre en naviguant dans ces dangers. En tout cas, cette perception. Je vais rajouter ce mot, cette perception de danger. En créant cette habitude de naviguer dans les flots des dangers, de la perception du risque, tu enclenches moins ces réactions normales de fuite, de combat, de freeze, de gel, si je puis dire, que vivent les autres face au danger. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut pas dire que ça peut pas se déclencher par moments de manière beaucoup plus intense que chez les autres. Néanmoins, il y a une forme d'accoutumance. De ce fait, ta capacité à prendre des risques, elle est généralement plus élevée. Parfois avec un certain degré d'inconscience. Ça va aussi, parfois, et c'est mon cas, avec une peut-être moins bonne capacité à évaluer les risques. Ça dépend éminemment des situations. Il y a là un grand paradoxe. Chez beaucoup de personnes neurodivergentes, il y a d'une part un grand besoin de sécurité, de repères, de routine, de contrôle. Et en même temps, ces pulsions venues des tripes qui te propulsent hors des sentiers battus, qui te font prendre des risques. C'est vraiment intéressant d'observer ces paradoxes. Plus je m'approprie mon atypisme, mon double atypisme, plus je comprends à quel point je vis dans un monde de paradoxes que j'apprends à réconcilier, embrasser, sans chercher à me positionner au centre, mais plutôt à danser entre les polarités selon les moments, les circonstances, les événements, avec de plus en plus de grâce. Et il y a tellement de beauté là-dedans. Quand je vois mon parcours d'entrepreneur et mes 4 créations d'entreprise, elles témoignent tellement, mais tellement, de ce que je te parle là, de cette moindre aversion au risque, de cette capacité à y aller, à prendre des décisions, parfois de manière naïve. Il y a une forme de naïveté, il y a un côté un peu ingénu, et il y a aussi beaucoup de courage. Je tends à penser que si j'avais pas le cerveau que j'ai, j'aurais sans doute pas vécu ces folles aventures entrepreneuriales que j'ai vécues. Je suis pas en train de te dire que ça a été facile, que ça a été toujours joyeux. Je me suis pris des gros gadins, j'ai vécu des grosses pertes, des énormes échecs, beaucoup de douleurs. Et en même temps, eh bien, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui avec toi, enregistrant cet épisode à Bali, vivant juste un moment de pure magie. Un deuxième atout dont je veux te parler, c'est l'appétit gourmand pour l'apprentissage qui nous caractérise. Et ça, pour les entrepreneurs,
c'est une force incroyable, un levier de différenciation énorme. Ça nous permet non seulement de nous différencier, mais aussi de surperformer. Clairement, nous maîtrisons mal les jeux politiques, les relations superficielles, le jeu des relations au sens large. Nos talents premiers sont souvent pas dans ce qu'on va appeler les soft skills, même si on peut tout à fait les apprendre, et ça a été mon cas. Et on va souvent adorer apprendre non seulement dans les soft skills, mais aussi dans les hard skills, tout le champ des compétences plus intellectuelles, logiques, rationnelles, etc. Tu mets avec ceci un grand sens de l'effort, de l'engagement, une visée de l'excellence, un amour de l'acquisition de nouvelles compétences. Tu as là des piliers très solides pour développer une entreprise qui réussit. Si je prends le trouble du spectre autistique en particulier, une des caractéristiques est que nous avons un attrait quasi obsessionnel pour certains centres d'intérêt très limités, avec une capacité exceptionnelle à rester très focus sur ces centres d'intérêt-là et à aller très en profondeur, sans être distrait. Évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt pour nous. Si je prends mon cas, j'ai clairement 2 centres d'intérêt obsessionnels. Tout ce qui touche au fonctionnement du cerveau humain, je mets dans ce grand paquet du fonctionnement du cerveau humain les relations, les comportements, ce qui nous motive, ce qui nous met au mouvement, tout ce qui touche au quantique, à l'énergie, etc. Qu'est-ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes? Et ça va évidemment dans le champ aussi bien de ce qu'on appelle le dev perso, la croissance personnelle, et j'englobe aussi le champ spirituel. C'est mon premier grand champ d'intérêt. Le second, c'est ce qui touche aux stratégies du business. Tous ces rouages, tous ces systèmes. Et c'est très connecté avec l'humain. Comment le fonctionnement de l'humain s'intègre avec le fonctionnement du business. Comment le champ inconscient de l'humain va se répercuter dans ce qui se joue dans le business. Tout est très interconnecté pour moi. En dehors de ces 2 centres d'intérêt, honnêtement, j'en ai très peu d'autres. C'est problématique parfois. J'ai un mal fou à m'intéresser à des discussions qui sortent de ces 2 champs-là. En revanche, pour mon business et pour mon activité, pour mes clientes, au service de ce que je leur offre, au service de ce podcast, c'est une richesse incroyable d'être comme ça. Chaque jour, je consacre du temps à apprendre, à me former, à grandir, à encore enrichir mon immense bibliothèque intérieure de connaissances pour moi et pour transmettre. Pour moi et pour transmettre. C'est vraiment ce qui me met en mouvement chaque jour. Et ça crée une différence d'une immense puissance quand tu es une entrepreneur. Le 3e atout dont je veux te parler, c'est l'inadaptation. Quand nous sommes neurodivergentes, par essence, nous sommes inadaptés. Inadaptés à ce que le monde attend de nous, inadaptés aux attentes de la société, etc. L'inadaptation, je la vois vraiment comme le socle de l'innovation. On tente, j'ai pendant très longtemps tenté de rentrer dans le moule. À un moment, on étouffe, soit on continue d'étouffer, soit on en sort et on va créer quelque chose d'autre. La plupart du temps, tout ce qui touche au statut, aux apparences, au jeu de pouvoir, au titre, au code, tout ça, ça n'a guère d'importance pour nous. Toute cette solidité apparente-là, c'est pas la solidité que nous cherchons. Ce que nous cherchons, beaucoup plus, c'est l'aventure de la liberté. Cette aventure de la liberté, cette quête-là, elle nous mène à innover. Dans ce processus d'innovation,
on a une autre force qui est très liée. C'est cette capacité à être en même temps actrice et spectatrice. Nous sommes bien obligés d'être actrices du jeu social, puisqu'on est dedans. On n'a pas vraiment le choix. En même temps, il y a une grande lucidité sur le fait que la vie en société, ce grand jeu social, c'est juste un vaste théâtre. Ça n'empêche pas, et justement, c'est le socle de l'intégrité, de la sincérité et de la congruence. Parce que pour ma part, je suis sans cesse en train de questionner, d'analyser ce que beaucoup d'autres n'interrogent pas et ne questionnent pas. Et souvent ne voient même pas en fait. J'adore aller explorer au-delà des normes. Et devine quoi, c'est au-delà des normes que se trouvent les idées novatrices, les possibilités pionnières. Certes, c'est super inconfortable d'être toujours comme entre deux mondes, de se sentir jamais complètement intégré, d'avoir ce sentiment d'être étrangère à l'univers des gens normaux. Il y a comme toujours un flottement, un inconfort. Le sentiment d'être à côté. Et justement, c'est en étant à côté, en posture d'observation, que tu es au meilleur endroit pour innover. Je l'ai pas dit, mais évidemment, à travers tout ce parcours que tu es amené à vivre, ces expériences, ces défis que tu rencontres, il y a quelque chose d'incroyable que tu construis. C'est la résilience. La résilience, c'est un point fort commun à la majorité des personnes atypiques. Cette résilience qui se forge à travers cette détermination à avancer malgré les épreuves toutes particulières qu'on rencontre. Pour terminer, j'ai envie de mettre le projecteur sous un autre angle, l'angle de la biodiversité. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que l'humanité a besoin de la biodiversité pour pouvoir durer. Je ne vais pas rentrer du tout dans le débat sur la biodiversité qui est menacée, etc. C'est pas du tout le sujet de cet épisode. Là où je veux me positionner, c'est sous cet angle de t'offrir cette idée que la neurodivergence, elle contribue à la diversité des individus au sein de l'espèce humaine. À cet égard, est-ce qu'elle n'a pas un rôle vital à jouer dans l'ensemble de l'écosystème? Maintenant, si je vais dans le champ de l'entrepreneuriat, j'ai cette idée que les entrepreneurs atypiques, elles contribuent à une forme de biodiversité entrepreneuriale dont la société a aussi besoin pour se transformer. On est d'accord, l'humanité a besoin de la biodiversité pour pouvoir continuer à durer. Et la société, elle a besoin de la biodiversité entrepreneuriale pour évoluer. C'est un facteur d'évolution, de transformation. Quand on parle de biodiversité, on parle de 3 champs. La diversité des milieux de vie, des écosystèmes. Et si je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, on pourrait parler des marchés, qui sont ces écosystèmes de plus en plus sophistiqués, complexes, concurrentiels, saturés. Le deuxième champ, c'est la diversité des espèces. Dans l'entrepreneuriat, ça pourrait donner la diversité des modèles, des structures, des formes d'entreprise, des statuts, avec de plus en plus de complexité et de concurrence, de compétition. Et le troisième champ de la biodiversité, ça parle de la diversité des individus au sein de chaque espèce. On appelle la diversité génétique. C'est là que la diversité
des entrepreneurs en tant qu'humains singuliers est si importante. C'est là que les entrepreneurs neurodivergentes et neurodivergents ont un rôle vital à jouer dans le sens de la biodiversité. C'est pour ça que si tu te sens neurodivergente, peut-être, ou juste différente, un peu à part, mon invitation, c'est vraiment de te proposer de tomber chaque jour un petit peu plus en amour de cette fleur qui est la tienne. Ces différences-là, c'est pas des pathologies à éradiquer comme des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, entre gros guillemets, elles sont aussi un élément essentiel de la biodiversité. Tout a sa place, tout a son rôle. De la même manière, la neurodiversité, c'est une richesse pour l'entrepreneuriat, pour la société. Elle enrichit l'équilibre même de l'humanité. Alors, traditionnellement, on voit les personnes avec un diagnostic d'autisme et troubles divers comme déficientes, voire handicapées. Mon invitation, c'est vraiment d'aller vers un changement de paradigme. On qualifie de déficiente cette différence par rapport à des règles de ce qui est normal. Le problème se pose par rapport à une majorité qui fixe ses propres règles sur ce qui est normal et anormal. Et ce qui est autre de ce cadre normatif est exclu, jugé comme moins, comme négatif, comme déficient. Moi, j'ai vraiment envie de célébrer ces entrepreneurs atypiques. Celles qui arrêtent de prendre leur courage à deux pieds, comme j'aime dire. Prendre son courage à deux pieds, c'est fuir, se défiler, prendre la poudre d'escampette. Non, j'en vois tellement qui prennent leur courage à deux mains, qui s'engagent sur ce parcours plein de défis, de challenges, de difficultés, de douleurs, qui les confrontent à leur plus grande peur. Et elles y vont. Elles tracent leur sillon avec une immense dévotion. Je veux vraiment célébrer ces entrepreneurs-là. Si tu en connais, si tu crois que cet épisode peut les inspirer, leur redonner de la force, booster encore leur courage, pour qu'elles se sentent moins seules, qu'elles continuent à avancer, à créer, à être de ces pionnières dont le monde a tellement besoin, merci de partager cet épisode. Merci de lui mettre un commentaire, une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aidera vraiment à le diffuser. Et cet épisode-là, il m'est très très cher. Merci d'avoir passé ce moment avec toi. Je t'envoie les plus belles énergies de Bali. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.